Aurélien Duchesne, alors là, c'est assez clair, Dimitri Peskov nous rappelle les conditions auxquelles la Russie accepterait un cessez-le-feu, c'est-à-dire si l'Occident cesse de livrer des armes à l'Ukraine. Donc c'est vraiment un dialogue de sourds, là. Moi, franchement, pour moi, là, ça n'a pas vraiment avancé. Parce que soit Peskov nous dit ça, soit ils nous disent « mais Poutine a toujours accepté un dialogue, un cessez-le-feu inconditionnel ». Non. Il nous propose un cessez-le-feu inconditionnel avec une part de conditionnalité. Oui, c'est conditionnel. Évidemment qu'après, l'argument de cesser les livraisons d'armes et d'être partie prenante de l'aide à l'Ukraine vise évidemment qui ? Les États-Unis. Parce que là, ces dernières 24 heures, vous avez par exemple côté américain des nouvelles livraisons, enfin une autorisation donnée aux Allemands de livrer des missiles ATACMS à longue portée et des missiles Patriot pour la défense aérienne. Donc côté russe, il y a l'idée de revenir au bon vieux temps des dernières semaines où les Américains avaient momentanément arrêté leur renseignement et momentanément joué les livraisons d'armes en disant vous ne pouvez pas être et médiateur et en même temps soutien. Et évidemment, ils espèrent que ça touchera plutôt le côté... Mais alors, vous ne pouvez pas être médiateur et soutien, mais alors est-ce que c'est pas la main tendue au fait que justement les Américains disent ben voilà, du coup on va plus être médiateur? On va être que soutien. C'est ce qui s'est fait. D'ailleurs, Marco Rubio nous avait dit il y a 2 semaines, quand c'était à Londres, qu'ils allaient arrêter de se mêler de la résolution politique du conflit. J.D. Vance a dit la même chose 2 semaines après. On y est. Ils reprennent les livraisons d'armes, mais ils s'extraient des négociations. On a entendu à l'instant le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s'exprimer sur l'initiative de ce fameux cessez-le-feu. Que pense-t-il en revanche, j'allais dire, là, de l'effort qui a été entrepris par les Européens et bien sûr par les Américains? Là aussi, il a des mots assez forts. Il parle de confrontation avec la Russie, écoutez. Vladimir Poutine a déclaré à plusieurs reprises qu'il était prêt à établir des contacts avec n'importe quel dirigeant. Il est ouvert à l'interaction et au dialogue avec tous les dirigeants dans la mesure où ceux-ci sont prêts à l'interaction et au dialogue. Nous entendons beaucoup de déclarations contradictoires de la part de l'Europe. Elles sont généralement de nature conflictuelle et n'ont pas pour but d'essayer de relancer nos relations. Rien de plus. Alexandre Melnik, je ne pense pas objectivement qu'on puisse qualifier une demande de cessez-le-feu comme une confrontation avec un pays. Ça me paraît un petit peu extrême comme déclaration. Non, mais ça fait partie de la propagande du Kremlin, parce que finalement, c'est le temps qui nous a attaqués, c'est toujours l'Occident qui est responsable de tout. Donc on est vraiment dans la réconciliation de la part, enfin, vision de Moscou, et c'est eux qui nous attaquent. Donc ça, il n'y a rien de nouveau. Mais ce qui est nouveau, à mon avis, c'est que quand on écoute bien le message de Poutine, quand on essaie de le décrypter, on comprend qu'il essaie d'une manière ou d'une autre de ménager Trump. C'est-à-dire, il essaie de ménager les relations avec les États-Unis auxquelles il tient énormément, pour justement retrouver son rôle de grande puissance qui négocie d'égal et égal avec les États-Unis, et toujours minimiser le rôle de l'Europe. C'est-à-dire, il veut découpler finalement les 2 rives de l'Atlantique. Oui, Ludmila Toteva. Il y a quand même aussi une nuance très importante, c'est que Trump, il a voulu, comme l'Ukraine d'ailleurs, établir le cessez-le-feu et après passer à des négociations qui vont permettre déjà d'établir des différents fondamentaux d'une paix. Attention, parce que ça, c'est ce que voulaient les Russes au départ. Ils avaient dit, nous, on veut aller dans la négociation de paix. Sauf que ce qui se passe, c'est que les Russes, ils sont en train de faire l'inverse. Ils sont en train de continuer de parler qu'ils veulent le cessez-le-feu et la paix, mais pour eux, il n'y a aucun avantage de commencer de parler vrai si on a le cessez-le-feu. Ce qu'ils veulent, c'est de continuer la guerre et de continuer de dire ou de faire semblant comme quoi ils veulent le cessez-le-feu pour pouvoir toujours avoir des meilleures conditions, des meilleures positions sur lesquelles ils peuvent négocier. Ils ne sont pas intéressés d'avoir le cessez-le-feu dans lequel on va pouvoir après vraiment se mettre face à face. Même d'ailleurs, le président Zelensky a dit on pourrait passer peut-être un dialogue comme ça avec des Russes, mais les Russes ne sont pas intéressés par ça. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent continuer la guerre. C'est tout simple. Malheureusement, c'est ça. C'est ça le but. Mais ils veulent prendre du temps pour ménager un peu les États-Unis. Alors, évidemment, nous avons une réaction. Enfin, la vraie réaction que tout le monde attend, c'est celle de Vladimir Poutine. Ouais. Pour le moment, nous ne l'avons pas. Et quelque chose me dit que Vladimir Poutine se refusera à faire ce que tout le monde en Occident veut qu'il fasse, c'est-à-dire réagir à une proposition qui ne vient pas de lui.
Donc comme ça ne vient pas de lui et que ça ne vient pas du côté russe, il n'a pas du tout envie de réagir. En tout cas, on en a qui réagissent à sa place. Et le premier, Guillaume, c'est bien sûr l'inénarrable Dimitri Medvedev. Toujours aussi en forme. C'est-à-dire l'ancien président. Attention, il ne faut pas oublier qu'il a été président de la Fédération de Russie. Tout ça parce que Vladimir Poutine le voulait bien. Qu'a-t-il dit? Alors il a dit beaucoup de choses. Une seconde déclaration que Guillaume vous donnera tout à l'heure. Moi, je vous donne celle-ci, la première. Donc, je cite Dimitri Medvedev. Macron, Merz, Starmer et Tusk étaient censés discuter de paix à Kiev. Mais là, on voit bien qu'il est déjà dans le sarcasme, puisqu'il dit qu'ils étaient censés discuter de paix. Au lieu de cela, il profère des menaces contre la Russie, soit une trêve pour donner un répit aux hordes de bandéristes, bon ça c'est toujours l'insulte habituelle vis-à-vis des Ukrainiens, soit de nouvelles sanctions. Donc c'est bien ce que vous étiez en train de dire, Ludmila, c'est-à-dire que les Russes, là on a la vision russe, c'est-à-dire une trêve qui ne leur convient pas, ou alors des sanctions qui ne leur conviennent pas, qu'ils veulent effacer. Voilà. Même si, évidemment, ils n'en conviennent pas officiellement. Et pourtant, on a vu, comme ça a été souligné par Gallagher, la Russie qui a annoncé le cessez-le-feu de 3 jours, de 2 jours. C'était pour les Pâques, qui n'ont pas respecté. Après, c'était pour la fête de 9 mai. C'est-à-dire que la Russie, elle a tout le droit de faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire annoncer un cessez-le-feu moins de 24 heures avant que ça commence. Mais les Européens et les Ukrainiens n'ont pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que par rapport à la vision de la Russie, c'est déjà pas très avantageux de le faire, parce que la Russie va pas le faire, va pas accepter le cessez-le-feu, mais c'est parce que aussi, c'est eux qui sont les meneurs du jeu, je pense. C'est aussi un peu la posture de plus fort. Vous attendiez la deuxième partie du commentaire. Oui, alors là, je donne la parole à Guillaume qui va très bien nous faire Medvedev. Mais enfin, accrochez-vous. Oui, vraiment, c'est pas reluisant, mais voici ce qu'il dit sur l'initiative des Européens. Il dit « Vous trouvez ça intelligent, hein ? Enfournez ces plans de paix dans vos culs de pan-genre ou de... je sais comment on pourrait qualifier ça. De pan-genre, c'est le mot utilisé en russe. De non-binaire. Mais c'est véritablement une insulte aux Occidentaux que nous sommes. C'est pour bien montrer la différence, Gallagher-Fenwick, entre la Russie et ce qui se passe en Occident. C'est intéressant, une insulte pas aux Occidentaux, aux Européens. Parce que vous noterez que les Américains sont très absents de cette déclaration. Ça veut dire que, à mon avis, là, le Kremlin est en train de chercher l'ouverture du canal, ils veulent parler à Donald Trump. Et vous imaginez une photo de Vladimir Poutine avec un téléphone posé sur un bureau avec Donald Trump en réponse à celle des Européens. Parce que, rappelez-vous que Donald Trump peut très rapidement changer d'avis. Et ça revient à dire, pardonnez-moi, c'est un petit peu ce qu'évoquait tout à l'heure Alexandre quand il parlait de diviser les deux rives de l'Atlantique. Exactement, mais tout à l'heure, je crois que c'était Aurélien qui faisait référence aux propos de Marco Rubio sur le tarmac du Bourget. Les Américains, ils sont dans une séquence géopolitique, elle est quand même lourde, la séquence. Ils discutent de tarifs douaniers avec les Chinois à Genève. Ils essayent de verrouiller un cessez-le-feu entre 2 puissances nucléaires, l'Inde et le Pakistan. La semaine prochaine, le président américain sera en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. Il y a des rumeurs qui circulent sur l'éventuelle reconnaissance, ça a été démenti depuis, mais ça a beaucoup bruissé cet après-midi, d'un État palestinien par les États-Unis, ce qui serait un séisme géopolitique. Qu'est-ce qu'il disait, Marco Rubio? Il disait soit, vous débrouillez ce machin, soit nous, on a d'autres choses à faire. En l'occurrence, aujourd'hui, il y a énormément de pain sur la planche géopolitique des Américains. Donc, est-ce que Donald Trump maintient le cap? Encore une fois, tout cela dépend, j'allais dire, presque tout autant de Vladimir Poutine que de Donald Trump, dont la réaction se fait toujours attendre. Quand même, Michel Goya, il y a aussi aujourd'hui le sentiment que ce beau 9 mai russe qui avait été, j'allais dire, extrêmement orchestré hier, a aujourd'hui été totalement éclipsé. Est-ce que ça, Poutine en est, j'allais dire, un peu mari? Probablement, ce qui rend d'ailleurs encore plus improbable l'idée qu'il cède quoi que ce soit juste après son triomphe. Donc oui, bien sûr, ça a gâché sa fête. Mais d'un autre côté, on pourrait se dire aussi, pardonnez-moi, qu'on lui a aussi laissé le temps de bien faire la fête qu'il voulait, absolument irréprochable, pour ensuite lui imposer quelque chose. On aurait pu faire ça avant, et là, ça aurait été, en effet, pour lui, vraiment fâcheux. On a été sympa, finalement.
Oui, mais enfin, le faire le lendemain, c'est... c'est pareil. À peu près pareil, à mon avis. Oui, bien sûr, il prend ça comme un camouflet. Et déjà, il n'est pas disposé, franchement, à abandonner l'initiative des événements. Et là, il est évidemment encore moins. Moi, je note dans toutes les déclarations, c'est l'idée que la trêve, c'est un répit donné à l'Ukraine, quand même. C'est le blocage actuel, c'est l'élément de langage du moment. La trêve, c'est un répit donné à l'Ukraine. Au passage, je rappelle que les Russes, pendant ce temps, ils pourront aussi se rééquiper, se reposer, se renforcer, etc. Mais juste une remarque, mais quand je vois toutes les difficultés que l'on a simplement pour établir un cessez-le-feu, je me dis qu'un accord de paix, c'est pas... vous êtes en train de penser que ça pourrait être plus facile un accord de paix? Non, je pense que ça va être très long. Plus difficile.